Hello à tous et bienvenue sur Du Cappuccino et des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti ! Bon, je vous préviens tout de suite, ce bilan lecture va être un peu plus court que d'habitude. Je crois que ce mois-ci, mon cerveau a officiellement décidé de prendre des vacances avant moi. Entre les Imaginales qui m'ont offert 3 jours absolument fabuleux à la fin du mois de mai, mais aussi bien fatigants, le retour à la réalité, la chaleur qui m'a fait fondre à vue d'œil et les 1000 petites choses qui occupaient déjà ma tête, eh bien j'ai lu un peu moins que d'habitude. Et les livres ont parfois dû patienter sur la table de nuit. Rassurez-vous, je n'ai pas arrêté d'aimer les livres ni de lire. J'ai simplement eu un rythme un peu plus tranquille et finalement, c'est aussi ça une vie de lectrice. Il y a des mois où l'on enchaîne les romans et d'autres où chaque lecture prend un peu plus de temps. Je vous embarque quand même avec moi pour ce petit bilan lecture en espérant qu'il vous donnera quelques idées. Alors installez-vous confortablement, je vous raconte tout ça. Voici donc le bilan de mes lectures du mois de juin 2026. On est sur un schéma 6 livres lus, 2 livres encore en cours. On va commencer par les 6 livres que j'ai lus sûrs à 100% et on va commencer par le premier roman que j'ai choisi sur le mois de juin. C'était le tome 1 de la série Les Carmidors, Trahir et survivre de Olivia Gomez, publié chez Plume Blanche. C'est un roman de fantasy. Le résumé, il n'est nulle gloire sans nom. Le royaume de Rubizie se déchire entre l'Ouest, appauvri par de graves sécheresses, et les riches duchés de l'Est, dont l'influence menace le roi. Mus par l'ambition, les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière, Dista Arvania, échappe au massacre. Entre complot, assassinat et montée en puissance d'une secte religieuse prédisant le soulèvement des océans, les Carmidor doivent lutter pour leur survie, quels que soient les sacrifices. Plus que les autres, ils le savent, les vagues les plus dévastatrices seront faites de larmes et de sang. Alors, mon avis. Déjà, n'oubliez pas qu'il y a un épisode du Book Club entièrement consacré à ce tome 1, Les Carmidors, puisque c'était notre choix de lecture commune pour l'année 2026. Et donc, ça s'est porté sur ce roman. Donc, de mon côté, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de ce premier tome. Nous plongeons dans un univers sombre et impitoyable où les femmes disposent de très peu de droits et où les hommes incarnent souvent ce qu'il y a de pire en matière de pouvoir et de domination. De quoi susciter une bonne dose de colère chez le lecteur. Les premiers chapitres demandent un certain investissement. Je préfère vous prévenir, il y a de nombreux personnages qui sont introduits, chacun poursuivant ses propres ambitions entre manipulation, complot et jeu d'influence. L'immersion n'est donc pas immédiate, mais une fois les rouages de cet univers assimilés, il devient difficile, vraiment, de décrocher. Les intrigues s'enchaînent sans temps mort, les tensions ne retombent jamais et l'on tourne les pages avec avidité. Les personnages moralement gris sont particulièrement bien construits et nuancés, ce qui les rend fascinants à suivre. Ce qui m'a le plus plu, ce sont les femmes de cette histoire. Malgré la place limitée qu'on leur accorde et les contraintes qui pèsent sur elles refusent de se résigner. Sans forcément s'opposer frontalement au système, elles apprennent à utiliser les armes dont elles disposent. Leur intelligence, leur ruse, leur capacité d'adaptation et leur détermination. Dotées d'une force de caractère impressionnante, elles pourraient déplacer des montagnes si le monde dans lequel elles évoluent leur en laissait l'occasion. Dans cet univers où la manipulation est reine, elles doivent apprendre à jouer selon les mêmes règles que les hommes qui les entourent et surtout à les surpasser. Lorsqu'elles découvrent les véritables enjeux qui se cachent derrière les intrigues et prennent conscience du pouvoir qu'elles possèdent elles aussi, leur combat prend une toute autre dimension. Réussiront-elles à s'imposer ou seront-elles écrasées par ceux qui détiennent déjà le pouvoir ? Pour le savoir, il faudra se plonger dans la suite de cette série de fantasy plus que prometteuse. Car au-delà de ses intrigues politiques captivantes, ce roman brille aussi par la richesse de ses personnages. Même les plus détestables donnent envie d'être suivis, soit parce qu'on espère les voir atteindre leurs objectifs, soit au contraire, parce qu'on attend avec impatience leur chute spectaculaire. Et forcément, en tant que lectrice, j'ai eu envie de voir ces femmes
triompher, quel que soit leur camp. Leur combat, leur évolution et leur réussite sont autant de raisons qui poussent à tourner les pages encore et encore. Une lecture dense, exigeante par moments, mais extrêmement prenante, qui me donne très envie de découvrir la suite. Alors n'hésitez plus. Ma deuxième lecture, c'est le tome 2 de la duologie Alunia de Tifs, publié dans ma collection, dans ma bibliothèque, au livre de poche. C'est un roman de genre fantastique. Donc comme cette année, j'ai décidé d'avancer sur mes séries. Là, j'ai fini du coup la duologie d'Alunia. Il y a, je crois, un préquel, mais bon, je vous en parlerai quand je le lirai. Donc je vais juste d'abord commencer par vous faire le résumé du tome 1. Et comme d'habitude, je ne vais pas vous spoiler, je passerai direct à mon avis sur la série en général. Donc, résumé du tome 1. Enfermée dans une vie dénuée de sens, Léa cherche sa voie. Une chose est sûre, elle n'imaginait pas mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bien et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à recéler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Voilà pour le résumé du tome 1. Alors pour mon avis, donc déjà, j'ai laissé s'écouler presque 2 ans entre ma lecture du tome 1 et celle du tome 2. Donc j'avoue avoir eu un peu de mal à me replonger dans l'histoire et à retrouver tous les personnages, et c'est, on est d'accord, entièrement ma faute. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour découvrir la suite et la fin de cette duologie ? Bon, peut-être que ma palle titanesque y est peut-être pour quelque chose. Comme toujours, je ne vous dévoilerai rien de ce dernier tome. Donc à la fin du premier opus, nous avions quitté Léa sur des événements particulièrement éprouvants, aussi bien pour elle que pour nous, le lecteur. Ce tome 2 apporte enfin les réponses qui nous manquaient et offre des conclusions satisfaisantes ou pas aux différentes intrigues et au parcours des personnages. Mais je préfère vous prévenir, de nouvelles épreuves attendent nos héros et certains passages ne seront pas de tout repos. C'est d'ailleurs pour cela que je vous conseille vivement de ne pas faire comme moi et d'enchaîner les 2 tomes. Si vous avez aimé le premier, vous apprécierez encore davantage cette suite en gardant l'histoire fraîche dans votre esprit. Vous serez immédiatement replongé dans cet univers fascinant et vous retrouverez plus facilement, avec plaisir, ce fond de famille qui m'avait tant séduite dans le tome 1. Alors n'hésitez plus et foncez découvrir cette série captivante où magie, nouvelles technologies et rébellion s'entremêlent pour contrer les plans d'un antagoniste prêt à tout pour parvenir à ses fins. On continue sur la lecture de fin de série en passant au tome 3 de La Voix de l'Orée, Le Pion de la Nation, écrit par Marie Fabre, que vous pouvez retrouver en interview sur le podcast. N'hésitez pas. Donc, ce livre a été publié chez Mnemos dans la collection Naos. C'est un livre de genre steampunk. Je ne vais que vous lire forcément le résumé du tome 1 puisque vous avez eu mon avis du tome 1 en avril, mon avis du tome 2 en mai, et bah là, en juin, forcément, j'ai enchaîné avec le tome 3. Donc, pour rappel, le tome 1. En plein cœur de la révolution industrielle, Bohême s'érige comme la ville la plus influente du 19e siècle grâce à l'orée, un métal hors norme et miraculeux qui attise la convoitise. Cependant, cette prospérité est depuis peu menacée par les crimes d'un tueur en série qui s'en prend à des politiciens. Hatcher, jeune reporter, se lance sur la piste de cet assassin et s'allie à une brigadière pour sa part à la recherche d'un mystérieux médecin à l'origine d'un traitement qui pourrait bien enrayer la maladie inconnue se propageant dans les quartiers pauvres de la ville. De l'opulence des demeures aisées à l'atmosphère sinistre des bas-fonds, cette traque les mène au centre d'un complot de grande ampleur impliquant l'orée. Des hommes puissants et le fils de l'un d'eux, Willem, étudiant de génie dont Hatcher se rapproche. Au fil des jours, Hatcher cherche la vérité cachée derrière les apparences jusqu'à se brûler les ailes. Plongé dans une histoire d'intimité, de certitude, d'amour et de rivalité, une question qui le hante, qui tue, qui soigne, et peut-on aimer éperdument et haïr tout autant ? Donc là, je ne vous parlerai pas du tome 3 parce que ça spoil un petit peu quand même sur l'avancée de la série.
Et pareil, comme il s'agit d'une fin de saga, je ne vous dévoilerai rien de l'intrigue. Je vais simplement vous partager mon ressenti général et vous recommander chaleureusement ce livre, car c'est un immense plaisir que m'a donné cette lecture. Je me suis plongée vraiment à corps perdu dans ce 3e et dernier tome. J'ai passé un excellent moment de lecture avec cette trilogie et je tire mon chapeau à l'autrice, Marie Fabre, qui a su nous attacher à des personnages complexes, nuancés et profondément humains. Elle maîtrise avec brio les multiples intrigues qui se croisent au fil des tomes et construit un fil rouge captivant qui maintient le suspense du début à la fin. Si vous avez apprécié le premier tome, tout en ayant le sentiment qu'il lui manquait encore un petit quelque chose, si le 2e tome vous avait davantage convaincu, alors ce dernier opus devrait pleinement vous satisfaire. Il développe encore ses personnages, offre une conclusion à la fois cohérente et émouvante à leur destinée. Entre enquête, complot, secret, manipulation et jeu de pouvoir, cette trilogie a tout pour séduire les amateurs de récits riches en rebondissements. Vous apprécierez l'univers qu'elle a construit avec minutie et trouverez dans cette trilogie une partie aussi fascinante qu'addictive, où chaque élément semble avoir été placé avec soin sur l'échiquier. Car à l'image d'une longue partie d'échecs savamment menée, chaque pièce trouve finalement sa place, chaque mouvement révèle son importance et les derniers coups viennent donner tout leur sens à ceux qui les ont précédés. Une conclusion maîtrisée qui referme l'échiquier avec élégance et laisse le lecteur pleinement satisfait de la partie. Ma 4e lecture s'est portée sur le tome 1 de la duologie Conjuration. Le titre du tome 1, c'est Otage de l'Empire de Bleu Nguyen, publié chez Mnemos dans la collection Naos, qui est un roman de genre fantasy, historique, à peu de choses près. Alors, en résumé, Otage, intégrée à la noblesse de l'empire d'Urbs depuis la chute de son royaume, Livia est aujourd'hui fiancée à Caius, le fils cadet de l'empereur. Elle entend assassiner Agrippine, l'héritière du trône, pour mettre Caius à sa place et influencer sa politique. Mais lorsque l'empereur décède brutalement, la position de Livia est fragilisée. Agrippine, qui lui voue une haine farouche, est prête à tout pour l'isoler, jusqu'à menacer ceux qu'elle aime. Pourtant, malgré les risques, Livia ne compte pas renoncer au pouvoir dont elle est si proche. Autour d'elle, les obstacles se multiplient, la famille impériale se retrouve victime d'attentats, un vent de rébellion s'agite dans l'Empire, la paranoïa d'Agrippine gagne en puissance et Caius se met à agir étrangement. Entre magie dangereuse, complot et secret, Livia parviendra-t-elle à assouvir ses ambitions et à reprendre le contrôle de sa vie ? Alors pour mon avis, cette histoire m'a happée dès les premières pages. On est plongé au cœur du pouvoir et de tout ce qu'il implique pour ceux qui le détiennent, ceux qui le convoitent et aussi ceux qui cherchent à le renverser. On y suit Livia, une étrangère devenue otage. Comme bien d'autres enfants, elle a été arrachée à sa famille par l'empereur après la chute de leur royaume afin d'être élevée selon les idées de l'Empire. Pourtant, malgré tout ce qu'elle a subi, elle a réussi à plus ou moins s'intégrer et a choisi de faire de cette situation une force plutôt qu'une faiblesse. À ses côtés se trouve Caius, le fils de l'empereur et son meilleur ami, qu'elle rêve de voir accéder au trône à la place de sa sœur Agrippine. Cette dernière est bien décidée à conserver le pouvoir à la mort de son père, quel qu'en soit le prix. Vous vous en doutez, les intrigues politiques, les complots et les luttes d'influence vont rythmer leur affrontement pour atteindre leurs objectifs respectifs. Autant Agrippine est un personnage que j'ai adoré détester, autant Caius se distingue par sa bonté et sa générosité, Livia, elle, a choisi son camp, soutenir son meilleur ami et tout mettre en œuvre pour le voir monter sur le trône. Mais derrière ces jeux de pouvoir se cache également un groupe de rebelles qui multiplient les attentats pour fragiliser un empire qui leur a tout pris. Les règles de ce monde ne conviennent pas à tout le monde et la colère comme la révolte gronde dans l'ombre. Cela apporte une vraie complexité au récit car chaque camp possède ses propres raisons d'agir, parfois compréhensibles, parfois révoltantes. Si vous aimez les récits intenses, les intrigues politiques, les personnages déterminés et moralement ambigus, ainsi que les histoires où l'on passe son temps à aimer certains personnages autant qu'à en détester d'autres, alors ce roman pourrait bien vous séduire. Entre injustice, colère, ambition et vengeance, Bleu Nguyen nous offre un premier tome captivant qui donne envie de connaître la suite. Pour ma part, j'ai déjà hâte d'ajouter le deuxième et dernier tome à ma palle afin de découvrir jusqu'où nos protagonistes seront prêts à aller pour obtenir justice
ou vengeance, selon le point de vue que l'on adopte. Ma 5e lecture s'est portée sur le premier tome de la série Les Fileuses du Temps, L'Accord, écrit par Camille Anderson et publié en auto-édition. Camille, si son prénom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est une de mes partenaires du book club. Et donc oui, elle a sorti son premier roman et je vais vous en faire le résumé. Et si l'empire des Ming avait conquis les océans avant l'Europe ? Barty, vaporiste au service de l'Eurasia, voit ses inventions censurées par l'Empire mondial qui domine son 19e siècle. Lorsqu'il découvre que le régime falsifie l'histoire pour étouffer toute résistance, il vole une machine capable de plier le temps. Son objectif ? Atteindre Pékin pour rétablir la puissance de la Chine via le passé. Dans la Chine des Ming, l'impératrice Hu, je suis pas très sûre de la prononciation, étouffe derrière les murs de la cité interdite. Un anneau mystérieux lui révèle d'autres futurs. Des flottes lancées vers l'inconnu, des continents abordés avant l'Occident, des femmes libres de choisir leur destin. Les époques s'entrelacent, les destins évoluent, mais l'histoire avec un grand H peut-elle changer de cap ? Alors, mon avis. J'ai trouvé que le roman proposait des réflexions très intéressantes sur la liberté, le pouvoir et la possibilité de changer l'histoire, avec un grand H. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les idées qu'il soulève et les différentes époques explorées. Je pense qu'il parlera particulièrement aux lecteurs qui aiment les romans qui font réfléchir, et les uchronies. Car ce roman interroge une question fascinante. Et s'il était possible de changer le cours de l'histoire ? Que choisirions-nous de faire ? Modifier le passé pour construire un monde que nous jugerions plus juste, ou accepter que le véritable combat se mène dans le présent. À travers plusieurs protagonistes répartis entre la Chine des Ming et un 19e siècle uchronique, l'autrice explore différentes façons de résister à un ordre établi. Les personnages, chacun avec leurs convictions, leurs ambitions et leurs contradictions, cherchent à s'affranchir des limites imposées par leur époque, qu'il s'agisse de la condition des femmes, des hiérarchies sociales ou de la quête de reconnaissance. Le roman met particulièrement en lumière des héroïnes qui refusent de subir leur destin et qui, chacune à leur manière, tentent de faire évoluer les mentalités. Il pose des questions universelles sur la liberté, le pouvoir, le poids des choix individuels et la responsabilité que nous avons face aux injustices. C'est avant tout un roman d'idées, porté par une réflexion sur notre capacité à transformer le monde, qu'il s'agisse de réécrire le passé ou de construire un avenir différent. Les lecteurs qui apprécient les récits mêlant histoire alternative, réflexion politique et personnages confrontés à des dilemmes moraux devraient y trouver matière à réflexion. On arrive enfin à ma 6e et dernière lecture du mois de juin. Terminée, vraiment. C'est La demeure des Mahorel de Siècle Vaelban et illustré par Anouk Faure, publié chez Le Lotus et l'Éléphant. C'est un roman qui est qualifié dans le genre entre le conte philosophique et le roman imaginaire. En résumé, quand on a trop perdu et qu'on est vide, certaines espérances sont tellement fortes qu'elles nous emplissent tout entier de promesses. Les continents ont disparu. Il n'y a plus de terre. Seul le ciel et l'eau coexistent encore, formant un monde fluctuant aux perspectives infinies. Les dernières communautés survivent à bord de dirigeables ou de radeaux-villes, subissant les caprices du vent et de l'océan. Du passé, il ne reste que les histoires des seigneurs, les élus de ce monde à la dérive, ceux qui portent la mémoire du temps d'avant. Regard est l'un de ces seigneurs. Conteur émérite, il aspire à écrire l'ultime histoire, celle qui modèlera le monde à son image. Mais voilà que la tempête se lève et que sa barque est emportée par les flots noirs. Isolé au milieu de l'océan, furieux et impuissant, Regard attend la mort. Il fait alors une rencontre improbable. Un radeau, dirigé par 2 enfants qui se sont enfuis à la recherche d'une île légendaire, la dernière terre émergée du monde, la demeure des Mahorel. Alors mon avis, autant vous dire que ce livre est d'une beauté à couper le souffle. Les illustrations et les planches d'Anouk Faure sont absolument fabuleuses et nous immergent pleinement dans cet univers. Quant à la plume poétique, douce et délicate de Siècle Vaelban, c'est un véritable bonheur de la retrouver. Ce livre mérite toute votre attention. Les 3 personnages que nous suivons,
sont d'une grande sensibilité. Fragiles, parfois blessés, ils n'en demeurent pas moins profondément forts et attachants. L'alternance de leurs histoires apporte une richesse au récit. Chaque point de vue fait évoluer notre regard, nous invite à ressentir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles pourraient être et telles qu'elles devraient être, qu'elles devraient même parfois rester. C'est beau, c'est sensible, c'est profondément poétique, tout en nous amenant à réfléchir aux petites comme aux grandes choses de la vie. Rien n'est laissé au hasard et chacun de nos héros trouve naturellement sa place dans ce conte philosophique que l'on savoure avec attention. On s'attarde sur les mots, sur les phrases, sur leur sens profond et authentique, tant ils vibrent d'une émotion qui ne peut laisser indifférent. C'est un peu comme retrouver une famille dont les rôles ne sont jamais complètement figés. Chacun apprend des autres ce dont il a besoin pour avancer, guérir ses blessures, chasser les mauvais souvenirs et en créer de nouveaux, plus lumineux. C'est aussi un magnifique chant de liberté qui serre le cœur et rappelle la force des liens que l'on choisit. Vous l'aurez compris, j'ai profondément aimé ce livre. J'ai été émerveillée autant par sa beauté visuelle que par la poésie de son écriture qui m'a touchée du début à la fin. Si vous aimez voir des personnages grandir, apprendre des leçons de vie, devenir peu à peu la meilleure version d'eux-mêmes, et si les plumes contemplatives, sensibles et porteuses de sens vous séduisent, alors je pense vraiment que La demeure des Mahorel saura vous toucher autant qu'il m'a touchée. Finir, voici donc les fameuses lectures en cours. Il y en a 2. La première, c'est le tome 1 de la série Les Aventuriers de la mer, le vaisseau magique de Robin Hobb, que j'écoute en livre audio sur la plateforme d'Audible. C'est un roman de genre de la fantasy. En résumé, les Vive-Nefs sont des vaisseaux magiques liés à la famille qui les possède par des liens empathiques. Ces navires sont insaisissables, ils bravent les tempêtes, évitent les récifs, distancent les monstres marins, sèment les pirates et sont surtout l'objet de toutes les convoitises. Vivacia est la Vive-Nef de la famille Vestrit. Le capitaine Ephron Vestrit est mourant et parmi les siens, chacun ourdit complot et traîtrise pour s'approprier son vaisseau. Car l'héritage d'une Vive-Nef ne se transmet pas comme un legs normal. Et ce, tandis que d'autres dangers se profilent à l'horizon. Les serpents de mer qui infestent les océans se regroupent et un ambitieux pirate aspire à unir ses pairs sous un seul pavillon, le sien. Alors mon avis. À l'heure où j'enregistre cet épisode, il me reste encore 3h21 d'écoute avant de terminer ce premier tome. Une séance de ménage, quelques trajets à pied et ce sera chose faite. Mon avis n'est donc pas totalement définitif, mais je peux déjà vous dire qu'il est plutôt mitigé. Concernant le livre audio, en revanche, je n'ai absolument rien à redire. J'ai trouvé Vincent de Boire excellent. Les voix féminines sont toujours un exercice délicat lorsqu'il y a un seul narrateur, mais cela ne m'a pas dérangé. Au contraire, je préfère largement une seule voix qui interprète tous les personnages plutôt qu'un duo de narrateurs. Côté histoire, c'est intéressant, parfois même intriguant. Pourtant, habituée à l'Assassin Royal, les 5 premiers tomes que j'ai lus, je n'ai pas encore retrouvé ce qui m'avait tant captivé dans cette saga. Les personnages sont pour certains très attachants, ce n'est donc pas là que se situe mon hésitation. Je me demande si le format audio n'y est pas aussi pour quelque chose, même si la voix du narrateur était excellente. Mais j'ai l'impression que cette intrigue, avec ses nombreuses dynamiques familiales et politiques, mériterait peut-être plus une lecture papier pour en savourer toutes les subtilités. À ce stade, sauf énorme retournement de situation dans les dernières heures, je ne suis pas certaine d'avoir envie d'enchaîner immédiatement avec la suite. Cela dit, je pense tout de même lire le tome 2, mais cette fois en version papier. Si Althea, la fille du capitaine Ephron Vestrit, devient véritablement le cœur de cette histoire, je ne peux qu'avoir envie de la suivre, bien entendu. Après tout ce qu'elle endure en tant que femme, il est difficile de ne pas avoir envie de la voir reprendre sa place. Et vous découvrirez le reste si vous lisez l'histoire. En revanche, si l'intrigue se concentre davantage sur son beau-frère, Kyle, je crois, j'avoue que ce sera plus compliqué. Robin Hobb nous présente un personnage particulièrement détestable, même si par moments, notamment dans son intimité avec son épouse, la sœur d'Althea, Keffreyja,
Elle laisse entrevoir une personnalité plus nuancée, mais seulement dans l'intimité. Devant le monde entier, voilà. Quant à notre pirate sans foi ni loi, disons qu'il va lui aussi devoir me convaincre. Et pourtant, c'est justement parce que ces personnages sont si différents et moralement complexes que je sens un vrai potentiel pour la suite. Je ne ferme donc pas la porte à cette saga, loin de là, mais il va falloir que la lecture papier me fasse retrouver cette petite étincelle que j'avais ressentie avec l'Assassin Royal. Alors rendez-vous dans quelques temps pour voir si ce deuxième tome saura définitivement me convaincre ou pas. Le deuxième livre qui est toujours en cours, c'est Les mystères de la rue Ginami de Magi Inoue. Ou alors c'est la rue Ginami de Magi Inoue, que j'ai dans la version j'ai lu. De toute façon, je crois qu'il n'y a que cette version, cette édition. C'est un cosy mystery. Voilà, déjà, c'est pas mal. En résumé, 2 livres, 6 histoires et tant de façons de les découvrir. Par laquelle allez-vous commencer ? À Yokohama, dans le quartier de Ginami, un temple discret et une galerie marchande sur le déclin abritent une population unie par l'amour de sa communauté et de ses traditions, notamment culinaires. Mais ce fragile équilibre est menacé par le réaménagement urbain. Alors que le quartier semble s'enfoncer dans l'insécurité, plusieurs affaires troublantes frappent commerçants et habitants. Car dans les ruelles du quartier, une présence mystérieuse et malsaine semble agir dans l'ombre. Ses habitants pourront-ils retrouver la quiétude d'antan ? Les 3 sœurs Ushiyama d'un côté et les 4 frères Kogure de l'autre mènent leurs enquêtes. Leurs investigations parallèles finissent par se compléter, révélant peu à peu le mystère qui plane sur Ginami. Alors, mon avis. Déjà, il faut revenir sur le concept que je trouve vraiment original. Ce livre se lit des 2 côtés. D'un côté, on suit l'histoire des 3 sœurs en commençant par le début du livre. De l'autre, on découvre celle des 4 frères en retournant l'ouvrage et en partant de ce qui est, pour nous, la fin. Une idée plutôt sympa, non ? Cela reprend finalement les 2 sens de la lecture, le sens européen d'un côté et le sens japonais de l'autre, parce que c'est pas vraiment la fin, c'est le début. On est à la fin du livre, mais en fait c'est le début de l'histoire à partir du point de vue des garçons. N'étant pas une lectrice habituée au manga, ce format est totalement nouveau pour moi. J'espère simplement réussir à suivre toutes les subtilités de l'intrigue, mais je suis curieuse de voir ce que cette construction apportera à l'histoire. À l'heure où j'écris ces lignes, je n'en suis qu'au tout début des 6 mystères. Je termine tout juste la première enquête du côté des 3 sœurs et pour l'instant, je dois dire que cette lecture m'a déjà convaincue. Elle m'a surtout donné envie de découvrir le point de vue des 4 frères afin de reconstituer toutes les pièces du puzzle et d'appréhender chaque affaire sous un autre angle. Les 3 héroïnes sont déjà très attachantes, chacune possède sa propre personnalité, sa manière d'observer le monde et d'aborder les énigmes, ce qui enrichit naturellement l'intrigue. J'ai maintenant hâte de rencontrer les 4 frères et de voir ce qu'ils apporteront eux aussi à ces différents mystères. Bref, vous l'avez compris, j'ai très envie de reprendre ma lecture et de mener l'enquête à leur côté. Rendez-vous à la fin du livre, au prochain épisode peut-être, pour voir si cette première impression se confirme. Et voilà, c'est tout pour ce mois de juin 2026. Et oui, c'est un petit peu court, mais je vous promets que je n'ai pas adopté le concept de la panne de lecture. J'ai simplement testé la version estivale de la lectrice, celles qui font un peu plus vite que sa pile à lire. Même si ce mois-ci a été un peu plus calme que tes lectures, je suis toujours aussi heureuse de partager ces moments avec vous. Et finalement, ce n'est pas le nombre de livres qui compte, mais les histoires qui nous accompagnent au bon moment. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques idées de lecture ou simplement l'envie de prendre un moment pour vous avec un bon livre et une boisson fraîche. Parce qu'on ne va pas se mentir, vu les températures, c'est un peu le programme idéal. Merci d'avoir été là comme toujours, j'espère que vous passez de belles lectures, que votre palle continue de grandir de façon totalement raisonnable. Oui, on peut toujours rêver et on se retrouve très vite pour parler de nouvelles histoires. Il est donc temps de conclure cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a nourri votre curiosité et semé quelques idées de lecture à découvrir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à liker et à partager autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @jess_angel ou m'écrire si vous avez envie d'échanger, de poser une question ou de me parler de vos lectures à ducappuccino et des livres@gmail.com.
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, en cliquant simplement sur s'abonner. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.